Un grand angle aujourd'hui consacré à ce nouvel épisode de violence intense à la frontière entre Israël et le Liban. Cette semaine, les hostilités entre armée israélienne et Hezbollah libanais semblent avoir redoublé d'intensité. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées. Alors jusqu'où peut aller cette escalade? Faut-il craindre un embrasement plus large? Décryptage tout de suite avec le politologue Ziad Majed. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous dirigez le programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Et nous sommes également avec Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors Ziad Majed, d'abord pour bien comprendre la situation, les violences de ces derniers jours sont-elles vraiment inédites par leur ampleur? Oui, en fait, depuis le 8 octobre, on n'a pas vu une intensité pareille au niveau des tirs, au niveau des armes utilisées et au niveau de l'intensité des bombardements et la couverture géographique de ces bombardements. Donc, de part et d'autre, il y a des messages comme quoi les choses peuvent devenir de plus en plus tendues et de plus en plus violentes. Mais en même temps, il y a aussi une volonté de retenue pour ne pas aller vers une confrontation totale ou généralisée, étant donné que ni Hezbollah et le Liban n'ont intérêt à avoir aujourd'hui une guerre qui déplace encore plus de gens, parce qu'il y a déjà 90 000 déplacés, dans un pays qui connaît une crise économique extrêmement aiguë, qui connaît une crise financière et qui connaît une crise politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de président au Liban, il n'y a pas de gouvernement qui fonctionne normalement, le Parlement est suspendu parce qu'il doit élire un président avant de pouvoir aller vers la législation. Et puis Hezbollah et son parrain iranien ne souhaitent pas non plus avoir une guerre totale, mais plutôt du côté de Hezbollah, une intensité contrôlable, disons, du côté de la frontière. Le vrai problème aujourd'hui, c'est l'extrême droite israélienne et certaines déclarations au sein du gouvernement israélien qui disent qu'il faut faire du sud Liban un second Gaza, qu'il faut détruire la région au sud du fleuve Litani. C'est un fleuve qui traverse le Liban sud. Et il faut donc mener une guerre qui poursuit la guerre à Gaza. Donc là, on va voir comment les Américains, les Français et les autres médiateurs en général vont se positionner par rapport à ce risque-là. Slimane, quelle est la nature des affrontements? Alors, techniquement, comme vient de le dire Ziad Majed, les deux adversaires se testent en contrôlant le palier de type d'armes qu'ils utilisent, veulent montrer, asseoir leur dissuasion. Chacun veut montrer de quoi il est capable en termes de destruction, mais sans dépasser un certain seuil. Néanmoins, la semaine dernière, le Hezbollah a utilisé, paraît-il, pour la première fois, des missiles anti-aériens contre des avions israéliens, ce qui est un petit palier technique supplémentaire. Mais jusqu'ici, les deux adversaires respectent une certaine ligne virtuelle, bien que ces raids israéliens et libanais ont fait quand même 500 morts du côté libanais à peu près, 80 000 déplacés vers le sud, tandis qu'en Israël, il y a eu une trentaine de morts et 80 000 déplacés. Donc c'est une frontière plus chaude que jamais. Et c'est un des volets du conflit, c'est le volet libanais du conflit israélo-palestinien. Je veux dire, en dehors des Palestiniens, le Liban est le pays qui a payé le plus lourd tribut au conflit israélo-arabe. D'abord, il abrite 10 camps palestiniens qui totalisent à peu près 400 000 habitants, c'est-à-dire 10% de la population libanaise. Le Liban a vu sa capitale assiégée et occupée par l'armée israélienne en 82. Le sud du Liban a été occupé militairement pendant 20 ans par Israël. Et tous les jours, même dans les périodes de paix, quand on est à Beyrouth, on voit des avions israéliens, des avions espions qui passent au-dessus de Beyrouth ou du territoire libanais, qui photographient. Donc en fait, c'est une zone qui est en permanence en ébullition, parfois avec des paroxysmes comme celui auquel on assiste actuellement. Comment est-ce qu'on peut évaluer le rapport de force? Parce que la question qui se pose finalement, c'est de savoir si l'armée israélienne a les moyens de mener cette bataille sur un deuxième front, un autre front que le front en cours dans la bande de Gaza. Oui. Alors, évidemment, du côté israélien, il y a une puissance de feu, il y a toutes les armes américaines qui arrivent régulièrement, et il y a récemment un contrat qui a été signé aussi avec des déclarations israéliennes qui évoquent l'usage des nouvelles armes sur un front nord
du côté israélien, donc vers le sud Liban. En même temps, il y a une force de dissuasion du côté de Hezbollah qui est incarnée surtout par ses missiles, par ses drones et par le savoir-faire de guérilla si jamais l'armée israélienne s'aventure ou si jamais elle décide d'envahir le Liban. Comme l'a rappelé Slimane tout à l'heure, Israël a occupé le Liban Sud de 1978 à 2000. Donc première invasion en 1978, deuxième invasion en 1982 qui a fini jusqu'au siège de Beyrouth et le bombardement aérien de la capitale libanaise. Donc il y a déjà une histoire extrêmement rude et extrêmement sanglante entre l'occupation israélienne et une grande partie des Libanais, bien avant la naissance et la création du Hezbollah. Hezbollah est né en 83, cela a commencé, comme j'ai dit, en 78. Donc aujourd'hui, pour les Libanais, puisqu'il y a aussi un clivage politique au Liban autour du rôle de Hezbollah et de ses armes, mais pour les Libanais, une guerre de plus, cette fois, serait catastrophique vu les conditions économiques et financières dans le pays, vu le fait que Israël, jusqu'à maintenant, a une impunité. On le voit à Gaza. Est-ce qu'ils peuvent mener une deuxième guerre si on parle d'une guerre totale, d'une invasion du Liban, moi je dirais non. Et plusieurs experts militaires expliquent qu'ils sont déjà en difficulté dans le sud de Gaza, donc ouvrir un autre front face à un ennemi qui est bien plus équipé et plus armé que le Hamas, et avec un Liban qui n'est pas tout à fait assiégé, étouffé, isolé, comme l'a été Gaza depuis 2007. Donc c'est très risqué, mais les destructions des villages dans le Liban Sud, l'usage du phosphore blanc, comme l'a dit Human Rights Watch, le fait que des journalistes ont été tués dans le Liban Sud, le fait que des civils sont visés, et pas seulement les combattants de Hezbollah, rendre la zone de la frontière inhabitable, peuvent être des objectifs israéliens et peuvent évidemment causer un désastre humanitaire dans la région. Mais Slimane disait tout à l'heure qu'effectivement on assistait à des épisodes de violence plus ou moins intenses, qu'on était là en ce moment dans un pic certain oui. de violence. Est-ce que le raid israélien qui a tué mardi un haut responsable du Hezbollah peut pousser le mouvement chiite libanais à changer de stratégie? Il y a eu plusieurs épisodes où Israël a franchi ce qu'on convenait ou ce qu'on qualifiait de ligne rouge. Frappé par exemple à l'est du Liban, dans la région de Baalbek, très loin du sud, frapper certaines zones dans le sud qui sont éloignées de la frontière, ou bien cibler des responsables, des hauts responsables du Hezbollah. À chaque fois, Hezbollah riposte d'une manière qu'il considère, disons, capable de créer de nouveau une force de dissuasion sans chercher un conflit encore plus intense ou plus violent. Donc il y a eu cette attaque-là, ce responsable qui a été tué, puis Hezbollah a lancé des missiles et des drones. Certains ont été interceptés par l'armée israélienne, d'autres ont touché le sol et les objectifs en Israël. Donc ça peut se poursuivre de cette manière. Après, qui peut contrôler tous les tirs? Est-ce qu'il peut y avoir un événement qui crée encore plus de tensions, donc plus d'échanges, plus de victimes? Ça, c'est le grand risque. Mais pour le moment, si on fait une lecture politique, ni Hezbollah a intérêt à aller vers un affrontement total ou général, ni les Israéliens ne le veulent, sauf une certaine extrême droite qui pousse vers cela. Oui. Et est-ce que Netanyahou va jouer sur cette question pour avoir un chantage avec les Américains, menacer, le faire, ne pas le faire? C'est ça le vrai paramètre inconnu, si vous voulez. Vous dites ni le Hezbollah ni les Israéliens ne le veulent, et pourtant Israël s'est engagé à répondre avec force à toutes les, je cite le porte-parole du gouvernement, à toutes les agressions du Hezbollah. On va l'écouter tout de suite et on commente juste après. Que ce soit par des efforts diplomatiques ou autres, Israël rétablira la sécurité à sa frontière septentrionale. Israël répliquera avec force à toutes les agressions commises par le Hezbollah. Le Liban et le Hezbollah, sous la direction de l'Iran, portent l'entière responsabilité de la détérioration de la situation sécuritaire dans le Nord. Voilà, alors il faut quand même le dire et le redire. Ce qui a déclenché ce regain de violence, c'est la mort que j'évoquais tout à l'heure de ce haut responsable du Hezbollah, Taleb Abdallah. Qui était-il au sein du mouvement et qu'est-ce qu'il représentait pour le Hezbollah? Alors, c'est quelqu'un, et on le voit de son âge, qui a une expérience militaire importante au sein du parti, qui était en charge de ce qu'ils appellent la force aérienne du parti, donc tout ce qui est coordination des drones. Et vous avez fait allusion, et c'était tout à fait le cas, à l'usage pour la première fois de missiles
missiles sol-air pour montrer aux Israéliens que leurs raids aériens, s'ils se poursuivent, peuvent avoir aussi des réponses. Donc il était en charge d'une division très importante et il était dans le sud, donc visé directement par les Israéliens. C'est le deuxième haut responsable militaire qui est tué par Israël. Et pour Hezbollah, évidemment, c'est une perte parce que pour avoir quelqu'un d'aussi expérimenté, il faut des années, il faut un travail. Mais ils ont montré aussi à travers la riposte qu'il y a toujours une relève et qu'ils peuvent poursuivre le travail que ce monsieur a, disons, inauguré au sein du parti. Mais ce qui est beaucoup plus important peut-être pour les gens du Sud-Liban, ce n'est pas seulement tout ce qui est du sort des militaires et des combattants du Hezbollah, parce qu'il y a des champs agricoles qui sont brûlés, parce qu'il y a des villages qui ont été dévastés, parce que si on visite le Sud-Liban, il y a tout le temps des drones et tout le temps l'aviation qui crée un trauma pour les populations civiles. En plus, quand on est déplacé au Liban aujourd'hui avec la crise économique, avec le manque d'électricité, d'eau potable, d'essence, de gaz, c'est un poids extrêmement lourd pour les familles déplacées et pour les familles d'accueil. Donc tout cela se complique davantage avec les bombardements israéliens et avec toute la tension qui se poursuit et qui monte dans la région. Et effectivement, souffrance évidente de ces Libanais qui vivent à la frontière. Slimane, qu'en est-il pour les Israéliens qui vivent dans le nord d'Israël, qui sont aussi d'une manière ou d'une autre impactés? Ziad Majed évoquait tout à l'heure les pressions de l'extrême droite israélienne sur Netanyahou pour qu'il durcisse sa réponse face au Hezbollah. Est-ce que ces populations du nord d'Israël font pression aussi sur le Premier ministre israélien? On ne les entend pas autant que les familles d'otages. Néanmoins, la question qui se pose pour ces populations qui sont déplacées, qui sont hébergées dans des conditions plus ou moins précaires, fait que pour le gouvernement israélien, évidemment, c'est une vraie pression politique. De même que la confrontation avec le Hezbollah détourne une partie de l'aviation israélienne, de l'infanterie israélienne, même si elle n'est pas encore entrée en action, et même de la marine israélienne, sont concentrés sur le Liban, et d'une certaine manière allège l'impact des forces israéliennes sur Gaza. Mais grosso modo les derniers sondages en Israël montrent quand même qu'une bonne partie de la population, pas la majorité, peut-être une légère majorité, est d'accord encore pour la solution forte, c'est-à-dire de frapper très très fort. Et d'ailleurs, la doctrine israélienne, militaire israélienne qui est en vogue, qui s'appelle la doctrine de la Dahia. C'est le nom de la banlieue sud de Beyrouth, qui veut dire banlieue où se trouve le siège du Hezbollah. Et donc cette doctrine militaire israélienne qui porte le nom de la banlieue sud du Beyrouth, elle a comme paradigme de frapper, chaque fois qu'Israël reçoit un coup du Liban, de frapper délibérément, de façon disproportionnée, pour dissuader le Hezbollah de refrapper ou de pousser la population à se soulever contre les actions militaires du Hezbollah. Au niveau diplomatique, on sait que la France va essayer de jouer une carte dans la région. Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il allait travailler avec les États-Unis et Israël sur la mise en place d'une feuille de route pour essayer de calmer la tension dans la région. Est-ce que vous pensez que ces trois pays, la France, les États-Unis et Israël, ont vraiment une carte à jouer dans ces discussions qui n'incluent pas ni l'Iran, ni le Hezbollah libanais? Alors, je pense que ce sont surtout les Américains qui peuvent peser sur qui peuvent créer une dynamique diplomatique. Ils sont encore crédibles dans la région, Non, ils ne sont pas crédibles, mais par rapport aux Israéliens, c'est les seuls qui peuvent avoir une véritable pression. La France peut jouer un rôle du côté libanais, même du côté iranien, puisque les Français n'ont pas tout à fait coupé avec l'Iran, donc ils peuvent toujours échanger des messages. Et que la France discute avec l'aile politique du Hezbollah. Absolument. Qui n'est pas considéré par la France comme terroriste. Oui, et même le président Macron, quand il s'est rendu à Beyrouth, il s'est entretenu avec les responsables du Hezbollah. En plus, ils peuvent, à travers le Qatar, envoyer des messages aux Iraniens. Donc, la France peut jouer un rôle à ce niveau-là, mais pour faire pression sur les Israéliens, seuls les Américains peuvent aujourd'hui être efficaces. Est-ce que durant une campagne électorale aux États-Unis, ils ont intérêt à voir une nouvelle guerre éclater et donc créer encore plus de matière pour
pour les campagnes électorales, pour l'usage du côté de Trump de cet argument comme quoi les États-Unis perdent leur contrôle et les guerres sont une preuve du déclin de l'influence américaine. Est-ce que les Israéliens veulent aussi tester les Américains et établir un chantage entre leur guerre génocidaire à Gaza et une possible guerre au Liban? Il y a des questions qui se posent et j'espère que les médiations diplomatiques peuvent finalement trouver des issues et calmer toutes les tensions et toutes les tragédies. Et pour conclure cette analyse, je rappelle que le Hezbollah en refuse pour l'instant les pourparlers tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Ziad Majed, politologue, directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris, et Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.